la question est celle du mensonge potentiel. Et elle se formule comme suite. Est-ce que nous sommes en mesure de savoir d'emblée et si un discours est mensonger? Autrement dit, quels sont les éléments, quels sont les indices qui nous permettent de nous alerter sur la possibilité des mensonges, c'est-à-dire lorsqu'un discours est tout simplement mensonger. Eh bien, la réponse à une telle question est de dire qu'il n'est pas évident à 100% de savoir si un discours est mensonger. Et nous le saurons pourquoi par la suite. Car le mensonge, tout comme la vérité, peuvent avoir la même structure. Ceux qui m'ont suivi jusqu'ici se souviendront de cette idée que nous avons développée tout au long de nos échanges, selon laquelle le mensonge, tout comme la vérité, était question d'appréciation, question du fond, d'acceptation d'un discours, en fait. Et c'est sur cela, en fait, que tout se jouait. Alors, mais maintenant, il reste vrai que même si un discours mensonger ou vrai peut se faire admettre, celui-ci laisse quand même des éléments logiques évidents qui peuvent nous alerter et sur une possible fausseté, un possible mensonge. Et c'est à ce moment-là que nous faisons recours à la philosophie, car seule la philosophie, seule la logique peut nous mettre à notre disposition des outils intellectuels nécessaires pour pouvoir bien nous en sortir, pas à 100%, mais pouvoir au moins avoir à poser en doute de manière légitime. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous permet de douter vis-à-vis d'un discours, dans le sens de dire s'il était mensonger ou pas. Voilà. Et l'auteur que nous choisissons ici, nous pouvions choisir n'importe lequel, mais ici nous avons donc préféré aborder la question à partir d'Aristote. C'est Aristote qui, dans son Organon, qui est l'une de ses œuvres donc logiques ou philosophiques, s'est engagé dans une espèce d'analyse ou dans une espèce de guerre contre le mensonge. Voyez, car dans l'Organon, parce que soucieux donc de la vérité, parce que habité par l'esprit justement de combattre la vérité, parce que pensant que le mensonge était comme un virus qui détruisait donc, la beauté du langage, eh bien, dans l'Organon, le monsieur Aristote met en place un outil qui nous permet justement d'éviter le mensonge, d'éviter les enquêtes. L'outil s'appelle l'Organon, avec un cadre d'exercice qui s'appelle le syllogisme. Car pour l'auteur philosophe, eh bien, le mensonge avait un lien avec l'incohérence. Ce qui revient à dire que nous pouvons douter d'un discours lorsqu'il est incohérent. L'incohérence, ça veut dire quoi? L'incohérence, ça veut dire tout simplement que parce que le discours est une trame, est une structure, le discours est une structure logique, eh bien, les implications en son sein doivent être logiques. Autrement dit, il faut noter que tout discours, pour Aristote, est le fruit d'un raisonnement. Donc, à travers un discours, il faut voir dans le discours un raisonnement. Et qu'est-ce qu'il appelle raisonnement? Moi, c'est cette structuration logique. Et par logique, il a son entendement à lui, c'est lorsqu'il y a des arguments, des affirmations qui s'impliquent de manière logique et qui donnent lieu à une conclusion logique, c'est-à-dire celle qui est l'image ou tirée à partir des conséquences
des arguments qui précèdent, ou des arguments sur base desquels la conclusion a été tirée. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que pour Aristote, le problème du mensonge est un problème de la forme. Hein. Il repose sur la forme de discours en tant que tel. Plus un discours a une forme logique, moins il serait exposé au mensonge. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ceci que, par exemple, on prend un syllogisme que Aristote aimait bien, tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Donc, ce type de raisonnement ne peut qu'être vrai. Pourquoi? Parce que tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme, et donc Socrate est un mortel. Il s'avère que Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Pourquoi? Parce que la conclusion d'un tel raisonnement, de ce syllogisme, est logique. Pourquoi? Parce que Socrate est mortel, parce que appartenant à une espèce d'êtres qui sont mortels, dont l'expérience a démontré qu'ils étaient mortels. Donc pour Aristote, eh bien, tout était question de la forme. Si bien que lorsque nous construisons bien logiquement notre discours, lorsque nous agençons bien, lorsque nous tirons des bonnes conclusions, eh bien, nous réduisons drastiquement la possibilité de mensonge. Sauf que ce que pensait Aristote s'avère être faux, pas faux, mais pas évident, dans la mesure où, en réalité, je peux ici évoquer l'idée de Jacques Mauvresse, qui est un grand philosophe logicien de la Sorbonne Paris 1, qui est un José français, déjà décédé en 2016, qui dit ceci, que la vérité, pour être admise, elle a intérêt à se faire passer pour et doit être fausse. C'est-à-dire qu'une vérité vraie ne passe pas, aura du mal à passer. Et cette idée peut remonter à Bertrand Russell et les autres. C'est-à-dire que ce qui nous fait penser admettre une vérité, c'est parce qu'elle est fausse. Mais là, que cela veut dire alors sur la question du mensonge? Eh bien, est-ce qu'il suffisait de bien parler, de bien agencer ses arguments, de bien tirer les conclusions de son raisonnement, eh bien, pour être à l'abri du mensonge? L'expérience montre que cela n'est pas évident, tout simplement. Pourquoi? Parce que si le mensonge est un discours préfabriqué, un discours taillé sur mesure, eh bien, ce discours fera tout pour être formellement bien logique. C'est-à-dire que un mensonge, contrairement à ce que pensait Aristote, dans son ouvrage L'Organon, eh bien, un mensonge peut tout aussi être formellement logique. C'est-à-dire, il peut se présenter de manière tout à fait admissible, sans problème, et tirer des conclusions qui sont tout à fait formellement logiques. Mais cette question nous amène à nous orienter vers la bonne question, qui est celle de savoir qu'est-ce qui alors fait est décisif dans l'analyse de la question. Est-ce que c'est la forme de discours ou est-ce que c'est tout simplement le fond de discours? Si par exemple, je promets à quelqu'un de lui acheter une voiture, je lui promets faussement, de lui acheter une voiture. Demain, par exemple, en guise de reconnaissance d'avoir été la personne qui a brillé dans tel ou tel domaine, même sachant que cela est mensonger, qu'arriver demain, je ne le fais pas parce que c'était un mensonge. Alors, qu'est-ce qui permettrait à ce moment-là de savoir si c'était le mensonge ou pas?
là, la question devient complexe. Pourquoi? Parce que celui qui dit « je vous promets de vous acheter une voiture demain ou tel jour », eh bien, vous parle de manière logique. Cela nous amène à proposer une réponse à la question, c'est-à-dire à plutôt proposer l'analyse du fond d'un discours. C'est-à-dire que le mensonge, si nous voulons véritablement le traquer, le chercher et en savoir plus, nous devons nous pencher plutôt sur le fond. Le fond tel qu'il est parfois l'expression d'une certaine intention. C'est-à-dire que je ne peux pas me fier absolument à la forme du discours qui est tenu, mais je dois voir le fond. Mais maintenant, le fond de discours, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple. Le fond d'un discours, c'est tout simplement le message qu'il transmet, le message qu'il fait véhiculer. Maintenant, et la vérité d'un discours, dans certains cas, eh bien, est question de la compatibilité entre le message véhiculé ou la promesse faite ou l'intention exprimée avec la réalité vécue à un certain moment. C'est-à-dire que je vous ai promis une voiture et à un certain moment, je vous l'offre. C'est à partir du moment où je vous l'offre que, effectivement, mon propos, mon affirmation, ma proposition devient vraie. Et c'est ici qu'il faudrait peut-être différencier ou parler d'une notion qui dans le langage nous échappe, mais qui est déterminante, c'est la notion de jeu de langage. C'est-à-dire que la complexité du problème du mensonge devient une réalité dans la mesure où dans toutes les propositions du langage ne sont pas de la même nature. Et c'est John Austin, en fait, qui fait ce travail dans « Quand dire, se faire ». Et nous pouvons aussi, si nous voulons développer cette réflexion, aller consulter l'ouvrage de Barbara Cassin, qui est un des professeurs célèbres de l'Université Paris-Sorbonne, qui a publié « Quand dire, c'est vraiment faire ». Quand dire, c'est faire, de John Austin, il a repris la réflexion pour proposer un contenu sous le titre « Quand dire, c'est vraiment faire ». En fait, dans le langage, et c'est ce que dit l'auteur, il y a plusieurs types de propositions, c'est-à-dire toutes les propositions ne sont pas de la même nature. Il y a des propositions performatives, il y a des propositions promissives, il y a des propositions locutoires, perlocutoires, et ainsi de suite. Je prends l'exemple que j'ai déjà annoncé tout à l'heure, qui est celui d'annoncer, de promettre une voiture. La véracité ou non d'une telle proposition ne s'avère que lorsque le temps de vérifiabilité est venu. C'est-à-dire que lorsque l'accomplissement ou pas est arrivé par rapport au temps proposé ou prévu. Et donc, c'est quand on a dit je t'offre une voiture le lendemain, tant que nous ne sommes pas encore au lendemain, ma proposition reste présupposée valide. Ma proposition, elle reste valide jusqu'au lendemain, en fait, jusqu'au moment où la réalité doit s'avérer. Et si demain, il arrive que je n'honore pas ma parole, et c'est à ce moment-là que nous pouvons dire que telle proposition n'était pas vraie ou telle proposition l'était. Mais il y a aussi dans le langage des propositions qui décrivent des histoires, déjà vécues. Donc, dans ce cas-là, lorsque je dis que hier j'ai vu, je sais pas, telle action,
j'ai assisté ou j'ai été victime d'une agression ou quelque chose comme ça, pour savoir que si ce que j'ai dit ou ce que j'ai entendu est vrai ou pas, bah, il faut aller entendre des témoins, aller savoir si ce que la personne a dit est conforme à la réalité qui aurait été vécue hier, à ce moment-là. Donc, il faut appeler les témoins, il faut appeler. Et il y a aussi des propositions qui ont un effet immédiat. Par exemple, vous dites à quelqu'un, je vous épouse aujourd'hui. Alors, je vous épouse aujourd'hui, ou nous sommes mariés, ou je vous nomme, donc je vous épouse quand même. Cette proposition ne peut être vraie que si les circonstances historiques et factuelles le permettent. Parce que c'est des performatifs, c'est-à-dire qui ont une implication immédiate, une faisabilité immédiate. C'est aussi lorsque un prêtre dans une église vous dit « je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». S'il dit « je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », en dehors d'une certaine circonstance, cela n'est pas valide. Donc, pour que cela soit valide, il faudrait qu'une certaine circonstance puisse avoir lieu, et dans ce cadre-là, seulement, eh bien, la phrase, la proposition trouve son sens. Voilà. Donc, en dehors de cette circonstance, il ne s'agit que du mensonge. Ceci nous amène à penser excusez-moi, que nous serons dans l'erreur complète, eh bien, si nous nous misons que sur la forme du discours. Donc, c'est-à-dire que dans l'analyse de la question du mensonge, dans l'étude de la notion, nous devions prendre en compte à la fois la forme, mais aussi le discours, le fond. Voilà. Mais aussi le fond. Car la forme d'un discours ne détermine pas nécessairement le caractère mensonger d'un discours. Surtout lorsqu'on sait, encore une fois, avec Jacques Mouvresse, que tout mensonge, toute vérité, pour être vraie, elle se doit d'être mensonger. Eh bien, pourquoi? Parce que ceux qui m'ont suivi depuis un certain moment peuvent se rappeler, c'est-à-dire que alors que la vérité en tant que telle n'a rien à voir avec nos attentes et consorts, le mensonge, lui, est sur mesure pour répondre justement à nos satisfactions, nos envies et puis nos intentions et consorts. Donc, par conséquent, le mensonge est plus favorable. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui constitue ce qui répond au mieux à nos attentes et envies. Voilà. Maintenant, jusqu'ici, est-ce que nous pouvons répondre à la question de savoir si nous pouvons détecter et savoir le mensonge? Oui. C'est-à-dire en prenant en compte les deux dimensions, à savoir la forme d'un discours et son fond. Et cela nous permet de dire qu'un discours mensonger va être la première des choses très rassurant. Le discours mensonger est absolument rassurant. Il rassure de tout. Le discours mensonger est rassurant et convaincant. Très convaincant. Justement, parce que, pour rappeler Jacques Mouvresse, si le discours, la vérité, pour être vrai, elle doit être fausse, eh bien, la fausseté, elle est taillée sur mesure, préparée pour une certaine admissibilité, c'est-à-dire pour répondre à des besoins. Donc, un discours très rassurant, ça peut être l'indice pour nous dire qu'il y a là peut-être un mensonge potentiel. Parce qu'il est rassurant,
un discours mensonger, un mensonge ou un menteur, tout simplement, ne vous laisse pas le temps ou la possibilité de doute, la possibilité de vous poser des questions, de vous remettre en question. Ça peut être un élément. De remettre en question votre conviction, d'aller chercher par vous-même, en fait. Un discours mensonger veut vous mettre dans un cercle, c'est-à-dire vous narrer une histoire ou vous faire une proposition de manière à ce que vous puissiez être absolument convaincant et sans avoir besoin d'aller de chercher tout ça, d'émettre un seul doute. Ce qui ne veut pas dire que la vérité, un discours vrai, ne peut pas aussi paraître de cette manière-là. Mais en gros, enfin, le plus souvent, le mensonge est plus rassurant que la vérité. Deuxième chose, un discours mensonger se met à votre place. Le discours mensonger, il porte votre souci. C'est comme si la personne faisait pour votre intérêt. Parce qu'il est rassurant. Eh bien, la personne va vous dire, c'est pour votre bien qu'on fait ça, c'est pour votre bien qu'on fait ça. Ça, c'est un indice pour montrer pour se dire qu'il y a là un problème à chercher, un problème à chercher à en savoir plus, parce que justement la personne, c'est comme si elle vous privilégiait, c'est comme si vous avez la chance de mériter ce discours-là, d'être informé et qu'on sort. Ça, peut être le caractère d'un discours mensonger. Vous êtes privilégié, vous avez été choisi, donc vous le méritez, voilà. C'est exceptionnel. Un discours mensonger, il est capricieux, il est flatteur. Donc la flatterie rentre dans ce qui est dans ce qui est utilisé pour justement mentir, pour faire passer une vérité. Il n'y a aucun sacrifice, il n'y a aucun contrepartie. Donc, on se méfie. Il n'y a aucun contrepartie. Et le discours de vérité et de mensonge, justement, vous oppose et justement vous met devant un fait accompli. Justement, un fait accompli, eh bien, vous n'avez pas le choix de faire autrement. Vous avez le choix que d'y adhérer, que d'accepter les formulations données qui sont les meilleures, qui restent les seules bonnes options. Un discours mensonger ne vous laisse pas le choix le choix à faire, en fait. Vous n'avez qu'un seul choix et vous faites ce choix-là. C'est-à-dire d'écouter ou d'adhérer ou de faire quelque chose. Un discours mensonger, c'est un discours qui vient vous faire voir et savoir que vous étiez depuis longtemps dans l'erreur, que ce que vous avez comme pensée est faux. Ce que vous avez comme raisonnement n'est pas un bon raisonnement. Que le seul bon raisonnement, c'est le raisonnement tel que le proposé dans le discours mensonger. D'où il faut nécessairement changer de manière de voir les choses. Il faut nécessairement changer la manière de voir les choses. Alors, à partir du moment où vous voyez que tous ces indices sont là,
que c'est trop rassurant, que cela me demande une certaine conversion brutale, que cela me rassure, que cela me met dans une position de privilégié, forcément. Que vous avez la chance, c'est chanceux d'avoir rencontré ce discours, tout ça, vous êtes privilégié pour rien. Une fois que vous voyez que cela ne vous laisse pas la possibilité de vérifier par vous-même, de vérifier les faits, parce que le mensonge, justement, à la différence de la vérité, c'est que le mensonge n'a pas de fait, ne repose pas sur les faits avérés. Le mensonge va fabriquer ses faits. Et il suffit juste de vérifier les faits, et parfois pour savoir si le discours était mensonger ou pas. Donc, lorsque vous voyez une certaine pression, lorsque vous voyez que le but de la narration, c'est de convaincre, que le but de la narration, c'est de vous faire savoir que vous étiez dans l'erreur, que vous devez changer de manière, brutalement, de manière de penser, de manière d'être, de manière de vivre, lorsque vous voyez que sur le plan de la vérifiabilité tout opaque, il n'y a pas de possibilité de vérification personnelle, lorsque vous voyez qu'une seule option vous est proposée, il n'y a pas d'autres options, eh bien, commencez à vous poser des questions sur la véracité du discours, mais sur la possibilité de mensonge, même si, du point de vue formel, le discours est beau. Même si, du point de vue formel, le discours est tout simplement beau. Ce qui veut dire que s'enfermer dans une logique, une vision purement wittgensteinienne, et non aristotélienne, ne résout pas le problème du mensonge. Il faut, à une vision aristotélicienne, ajouter une certaine vision wittgensteinienne, qui est celui du langage comme jeu. Nous avons évoqué ici John Austin, qui parle des jeux du langage, et pour voir tous ces périmètres, et voir la forme, mais aussi voir le fond du discours, les circonstances et consorts. En conclusion, ce qu'il convient à dire, c'est qu'il n'est pas évident de détecter un mensonge d'emblée sans tomber dans le piège des clichés et des préjugés. Mais ce qui est évident, c'est que nous devions toujours bien vérifier et analyser une proposition avant de l'admettre. Car sur le plan purement formel, il n'y a pas assez de garanties qui nous permettent de le savoir d'emblée. Il n'y en a pas. Un discours mensonger peut avoir la même forme qu'un discours vrai. Et du coup, nous pouvons tout simplement... et certains discours vrais peuvent être incohérents. L'incohérence du discours peut aussi venir de l'incapacité par la personne, par le sujet, de pouvoir bien énoncer son discours, ou alors du sujet lui-même et du statut. Sur ce, merci de nous avoir bien suivis et à très bientôt pour une autre analyse. Merci beaucoup. Au revoir.